Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Olivier Bertrand, conseiller municipal à Grenoble, délégué à l'événementiel. Il est aussi conseiller départemental et conseiller métropolitain. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous. Dès 2004, jeune écologiste, il avait été élu conseiller général à Grenoble, détrônant un baron local du socialisme. Mais il était encore trop tôt pour y voir les prémices du séisme municipal de 2014. Opposé au Stade des Alpes, puis à la Rocade Nord, aujourd'hui opposé au Center Park, il a gagné ses galons de militants opposants. Mais depuis son arrivée à l'hôtel de ville, a-t-il réussi à faire ses preuves dans la mission qui lui est confiée, dans la gestion des responsabilités? Olivier Bertrand est donc notre invité. Pas mal de sujets à voir ensemble. Une multitude de casquettes, donc une multitude de sujets. Tout à fait. Beaucoup de casquettes et notamment conseiller départemental. Vous vivez votre troisième mandat au département, élu en 2004, réélu en 2011, puis en 2015. La réforme constitutionnelle que le président Macron a en tête, c'est pas plus de 3 mandats successifs. Ce sera le cas, vous ne vous représenterez pas en 2020 ou 2021 ? C'est les statuts de notre mouvement politique écologiste. Donc je fais mon troisième mandat et ça sera le dernier au département. Ça sera le dernier. Donc jamais vous aurez siégé dans la majorité. J'aurais siégé dans, j'ai envie de dire, en marge de la majorité socialiste en tant qu'écologiste jusqu'en 2015. Parce que vous êtes aujourd'hui conseiller départemental d'opposition face à la droite. Vous l'étiez hier, on peut le dire, dans l'opposition André Valigny, le socialiste. On était effectivement sur un certain nombre de sujets assez en désaccord. Et alors du coup, ma question est évidente. Ça marche mieux aujourd'hui avec le républicain Jean-Pierre Barbier ou avec le socialiste André Valigny hier ? Ce qui se passe aujourd'hui au département est hélas relativement grave. Les départements, c'est plutôt la représentation des territoires traditionnellement. Ce n'est pas le lieu de la confrontation dure entre la gauche et la droite, mais M. Barbier s'est finalement aligné récemment sur les positions de Wauquiez, sur une droite dure, et il utilise le département comme un outil de communication au service de ses ambitions. Alors, on va faire le point sur certains dossiers. Vous êtes un élu départemental d'un canton grenoblois. Avec l'avènement de la métropole grenobloise, est-ce que ces cantons ont encore leur place au sein du conseil départemental ? Alors, aujourd'hui, oui. Mais demain, il faudra qu'ils évoluent, évidemment. Les métropoles sont des collectivités nouvelles qui prennent progressivement des compétences. Et il y a évidemment, au sein des métropoles, un échelon de trop. Demain, au sein des métropoles, les départements devront laisser la place. Un peu comme ça se fait à Lyon, du coup. Exactement, à Lyon, c'est déjà dans fait. Le Rhône. C'est le premier exemple en France et il faut que ça se fasse dans d'autres territoires. Alors, vous évoquiez les dossiers traités par Jean-Pierre Barbier, quand même pas mal de dossiers traités dans l'urgence. On pense au Chambon, on pense au collège de la Villeneuve. Vous lui faites grâce quand même de ce bilan-là ou même sur ces dossiers, pour vous, il a échoué ? Non, c'est pas qu'il a échoué, c'est simplement qu'il a la chance aujourd'hui d'avoir été élu président d'un département qui est sur des bonnes bases financières, qui était le moins endetté de France. Et donc aujourd'hui, hélas, il dépense sans compter sur des projets avec des fortes valeurs symboliques et idéologiques. Et c'est ça que nous regrettons. Par exemple ? Par exemple, énormément d'argent sur les domaines autoroutiers et routiers, sur le projet comme Center Park, sur des projets économiques d'un autre âge, et pas sur la transition écologique. Alors, on a prévu de faire le point sur certains de ces dossiers, ça tombe bien. Depuis 2 ou 3 ans, il y a quand même un dossier qui prend de l'ampleur au département, c'est l'accueil des mineurs isolés, alors qu'il ne faut pas appeler comme ça. Mineurs, non, c'est mineurs non accompagnés. Bon, principalement des jeunes migrants qui viennent demander asile en France. La prise en charge revient au département et le conseil départemental ne peut plus faire face à cette dépense et à la demande en logement que cela implique. Alors, il y fait face, et heureusement, on peut même dire que le département de l'Isère remplit sa mission, et on peut en être gré à la majorité d'avoir continué à remplir ses missions, ce que ne font pas d'autres départements de droite, notamment dans les Alpes-Maritimes. Mais effectivement, c'est un dossier qui est lourd à gérer, mais il ne faut jamais oublier qu'on parle de mineurs, de personnes qui peuvent très facilement se retrouver dans les mains de réseaux mafieux et donc qui peuvent être nuisibles aux intérêts de la France. Donc il est important de prendre en charge ces mineurs et de continuer à les prendre en charge. Alors il faut d'abord
prouver qu'ils sont mineurs. Ça, c'est la première difficulté. C'est ce que nous expliquait la semaine dernière ici même le président Jean-Pierre Barbier. Et puis, il faut aussi accueillir des jeunes qui sont en provenance de pays qui ne sont pas forcément en guerre, donc pas forcément des demandeurs d'asile. Tout à fait, mais on n'est pas là au titre de la demande d'asile, on est bien là au titre des mineurs non accompagnés, c'est-à-dire qui ne sont pas avec des adultes et qui ne peuvent pas... Donc de la protection de l'enfance. La protection de l'enfance, exactement, qui est une mission régalienne des départements français. Et donc c'est dans ce cadre-là que doit être travaillée cette question, qui est une question évidemment complexe, mais il est important aussi d'imaginer ces mineurs comme une chance. Ils sont souvent instruits. Ils arrivent avec un niveau d'instruction souvent important. Ils ont la volonté de s'insérer dans la société française. Et très souvent, ils sont reconduits à la frontière dès leurs 18 ans, alors qu'on a déjà, j'ai envie de dire, si on parle en termes économiques de manière un peu triviale, investi sur ces mineurs-là. Donc pourquoi cet investissement ne pourrait pas être productif pour la société française? C'est ce que nous disons aujourd'hui. Ceci dit, ça coûte de l'argent, ça coûte oui, une dizaine de millions, une dizaine de millions d'euros. De l'argent. Oui, mais est-ce qu'on peut du coup accueillir de façon toujours plus importante un nombre de jeunes comme ça sans aucune limite? Alors, il faut quand même comprendre que le département de l'Isère est le 3e département d'accueil des mineurs, parce qu'on a un département presque frontalier, mais qu'à l'échelle nationale, le nombre, on n'est pas envahi, contrairement à ce que le font croire un certain nombre d'élus, par les mineurs non accompagnés. On a parfaitement la capacité d'accompagner en France les 10 à 14 000 mineurs qui arrivent chaque année. Mais il faut mieux les répartir sur tous les départements, c'est ce que vous dites. Ce que je dis simplement, c'est que ce n'est pas une question qui doit être relevée uniquement de départements frontaliers, très confrontés à la question, mais qu'elle doit être évidemment une question qui fait partie d'une question nationale. Donc oui à leur accueil, mais avec une meilleure répartition, Exactement. Une meilleure solidarité entre Exactement. départements, c'est ça. En matière de déplacement, vous l'évoquiez tout à l'heure, le département vient de détailler un programme d'investissement avec le soutien de l'État sur la départementale 1075 vers Luce-la-Croix-Haute, sur la nationale 85 vers la Mure, Corps et Gap, 215 millions d'euros sur les années qui viennent jusqu'à 2030. Et précisément, beaucoup d'investissements sur la départementale 1075. Celle qui va à Luce-la-Croix-Haute. Voilà, une soixantaine de millions d'euros pour faire des zones de dépassement, pour recalibrer des carrefours. Ça, c'est pour vous de l'argent dépensé inutilement? Non, non seulement pas inutile, mais je rappelle que c'est ce que nous revendiquons et ce que nous demandons depuis bientôt 20 ans, mais qui n'a jamais été réalisé parce que les présidents de départements successifs ont toujours promis l'autoroute A51 et en promettant cette autoroute, disaient mais il n'y a pas besoin de refaire la nationale puisqu'il y aura une autoroute. Ce qui est évidemment complètement faux. Aujourd'hui, c'est d'investissements qui étaient fondamentaux et qu'il fallait réaliser depuis longtemps. Ils sont enfin sur la table. Donc oui, il fallait les faire, mais il aurait fallu les faire plus tôt. Et il fallait surtout avoir une combinaison entre un projet routier et un projet ferroviaire, ce qu'il n'y a pas aujourd'hui. Alors précisément, on va en venir au ferroviaire dans un instant, mais du coup là sur la route, vous applaudissiez les deux mains, on est d'accord? On dit simplement que oui, ces travaux, il fallait les faire depuis 20 ans et que heureusement qu'ils sont crédités aujourd'hui. Alors en revanche, effectivement, les départements de l'Isère et des Hautes-Alpes ne souhaitent pas investir, en particulier sur la ligne SNCF Grenoble-Veynes-Gap. Ce n'est ni une priorité, ni une compétence des départements. C'est ce que nous ont dit ici même la semaine dernière les deux présidents, d'autant qu'il faut trouver 50 millions d'euros. Écoutez, d'abord 50 millions d'euros, soyons clairs, 50 millions d'euros, c'est les études. Les travaux, c'est beaucoup plus. Ensuite, ce que nous avons dit, et de concert avec le président des Hautes-Alpes, c'est dire que nous, la priorité, c'est Grenoble, Lyon, Paris. Comme pour les Hautes-Alpes, la priorité, c'est c'est Briançon, Valence, Paris. Parce qu'aujourd'hui, les territoires veulent être en proximité de la capitale. On est encore sous un régime jacobin. Ce n'est pas nous qui le décrétons, c'est comme ça que ça se passe. Et quand vous voyez le rapport Duron, qui oublie complètement toute notre région, alors que M. Duron a quand même rencontré le collectif de Grenoble-Gap-Veynes. Nous, ce que nous disons au département de l'Isère, moi, la ligne Grenoble-Gap-Veynes, j'ai aucun problème avec. Ce que je dis simplement, c'est que ce n'est pas notre priorité. Ce n'est pas notre responsabilité. Voilà, le ferroviaire, ce n'est pas la responsabilité du département, c'est la région. Alors, sauf que il n'y a encore pas si longtemps que ça, le département participait notamment à ce qu'on appelle l'étoile ferroviaire de l'agglomération grenobloise. Et en plus, le département a une compétence qu'il pourrait mobiliser sur cette ligne-là, c'est la compétence tourisme. Je rappelle, mais beaucoup de gens connaissent cette ligne, que c'est une des plus belles lignes de France.
elle parcourt des paysages merveilleux sur la vallée de la Grèce, sur le Trièves, sur l'arrivée sur le col de Luce, et qu'il est vraiment dommage de ne pas associer à une compétence déplacement, une compétence tourisme, pour avoir un véritable produit qui dynamiserait le sud du département. Bon, pour aujourd'hui, c'est pas une ligne qui attire beaucoup de monde. Hein. Il y a quoi? Il y a un millier de voyageurs chaque jour. Il y a quand même du monde dans cette ligne. Je rappelle que jusqu'à notamment à Clair, elle est cadencée. On met avec cette ligne 1 heure pour arriver à Clair. Quand on connaît les conditions de circulation sur l'agglomération grenobloise, c'est souvent même un moyen compétitif, j'ai envie de dire, en termes de temps, pour se rendre sur l'agglomération. Donc elle a énormément, j'ai envie de dire, de capacité, de valorisation à mettre en avant. Monsieur Barbier se trompe quand il annonce 50 millions d'études, c'est pas vrai. C'est beaucoup moins pour les études. Il y a des travaux à réaliser, c'est certain, mais ils ne sont pas sur des montants qui sont impossibles à réaliser pour les collectivités locales. Ce que dit le département aussi, c'est il y a une autre ligne qui est essentielle, c'est Grenoble-Lyon, et notre effort, notre priorité doit porter sur cette ligne qui irrigue quand même davantage de voyageurs. Mais il n'y a pas obligatoirement à considérer que c'est l'un contre l'autre. C'est ce que l'on dit. Ces lignes existent. Elles ont toujours évidemment une utilité majeure dans notre département et autour de l'agglomération grenobloise. Nous disons que bien sûr qu'il faut améliorer la ligne malade, c'est le terme qui est utilisé par l'État lui-même, Grenoble-Lyon, mais qu'il faut aussi des lignes, ce qu'on appelle les petites lignes, qui n'ont pas aujourd'hui été développées depuis bientôt 30 ans par la SNCF. Et c'est parce qu'elles sont largement sous-dotées qu'aujourd'hui elles sont malades. Alors vous me dites, c'est effectivement aussi au département de se mettre autour de la table. Moi je vous réponds, est-ce que c'est pas aussi à la métropole grenobloise? Vous êtes conseiller métropolitain. Cette semaine, le SMTC, le syndicat mixte des transports en commun, a arrêté son PDU, son plan de déplacement urbain pour la période qui court jusqu'à 2030. 79 actions, 2,2 milliards d'euros de travaux, presque la moitié pour le ferroviaire, avec notamment un RER qui irait jusqu'à Clair et qui pourrait sauver cette ligne Grenoble-Gap. Vous venez de le dire, la métro, elle s'engage, alors que ce n'est pas dans ses compétences non plus. C'est bien la preuve que quand on a une volonté politique, on peut aller sur un projet de développement de cette ligne ferroviaire. On parle de déplacement et d'engagement du département. Le département soutient largement le SMTC, davantage que ne le faisait la majorité de gauche précédente. Là aussi, vous avez applaudi là-dessus, sur cette décision? Oui, ça date effectivement du début du mandat. On sait, on peut être gré à cette nouvelle majorité d'avoir sorti, j'ai envie de dire, le SMTC d'une guéguerre qu'il existait au préalable entre grands élus de la métro et du département qui n'avaient aucun intérêt, j'ai envie de dire, pour les citoyens. Mais aujourd'hui, on a effectivement un outil SMTC qui peut voir devant lui parce qu'il est soutenu par les collectivités locales. Alors, attendez, Olivier Bertrand, l'écologiste Olivier Bertrand, qui me dit finalement que pour le SMTC, ce que fait Barbier, c'est pas mal. Pour la 1075, c'est mieux finalement avec Jean-Pierre Barbier qu'avec André Valigny. Alors, pour être plus précis, je l'ai dit aussi dans mon intervention, on avait, au moment où Jean-Pierre Barbier a été élu, le département le moins endetté de France. Jean-Pierre Barbier, il a fait quoi? Il a dit « je dépense 100 millions de plus ». De fait, c'est de l'argent que les Grenoblois, que les Isérois, vont payer à un moment ou à un autre. Donc on peut toujours dépenser l'argent qu'on n'a pas en empruntant. C'est ce que fait aujourd'hui Jean-Pierre Barbier. Allez, il y a un autre dossier, je suis sûr, sur lequel vous serez un peu moins d'accord avec Jean-Pierre Barbier, c'est la 480 et le rondeau, le recalibrage et l'élargissement se feront. La ville de Grenoble a échoué, votre équipe a échoué dans cette promesse, qui était une promesse de campagne de 2014, de ne pas voir s'élargir. Non, on ne peut pas dire ça comme ça. Engagement 54, mettre fin au projet d'élargissement de la 480. Alors, voilà, mais après, on peut jouer sur les termes. Il n'y a pas d'élargissement d'emprise. Mais il y a une troisième voie. Vous jouez sur les termes, effectivement. Non, mais on est bien d'accord que le dossier il a évolué, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, il n'est plus financé par les collectivités locales, il est financé par l'AREA, très majoritairement, à plus de 300 millions d'euros. Donc, nous, on a un souci sur la manière dont l'AREA va financer ce projet, en augmentant sa concession dans le temps. Donc, c'est un véritable problème, mais qui est national. Mais au niveau local, on a un projet qui, aujourd'hui, quand même si ce n'est pas celui que l'on souhaitait, parce qu'on souhaite une vitesse limitée à 70 km/h sur la 480, malgré tout, on est enfin sorti, j'ai envie de dire, de l'impasse sur ce dossier-là. Donc la limitation de vitesse à 70, c'est pas complètement perdu encore? Non, c'est pas perdu, mais sauf que pour l'instant, on voit bien que ce n'est plus dans le projet lui-même, porté par l'AREA, alors que ça l'était encore il y a quelques années. Vous ne désespérez pas de convaincre
Sur ces points-là, tout à fait. Et, on est encore, heureusement, la métropole a cette volonté aussi d'avoir non pas une autoroute en plein centre-ville, mais bien une voie urbaine. C'est ce que espère une grande majorité d'élus de l'agglomération. Ce que Grenoble espérait aussi, c'était une voie de circulation entièrement dédiée au covoiturage, aux véhicules propres. Ça, vous ne l'avez pas obtenu non plus. On ne l'a pas obtenu, j'ai envie de dire, dans le dur, dans j'avais dire, les préconisations d'origine de l'enquête publique, des commissaires enquêteurs, mais il reste possible, bien sûr, de dédier une voie au covoiturage sur cette future autoroute urbaine, puisque c'est, hélas, aujourd'hui une autoroute urbaine. En revanche, ce que Grenoble a obtenu, c'est davantage de protection pour le groupe scolaire Vallier. Oui, voilà, on a des mesures, j'ai envie de dire, sur lesquelles on avait fait particulièrement attention, notamment une école qui est proche de la future voirie, donc qui sera effectivement mieux protégée des nuisances sonores et des pollutions. Donc, pour l'instant, ce dossier, il prend plutôt une bonne tournure, même pour la ville de Grenoble. Il prend, ça dépend à quelle date on regarde en fait. Sur le temps long, oui. Sur le temps long, oui. Sur le dossier tel qu'on l'a vu évoluer ces dernières années, on espérait vraiment pouvoir être sur le 70 km/h. Et donc, dans une logique urbaine, je le répète, 70 km/h, c'est la vitesse qu'on a entre Grenoble et Mélan. Ce n'est pas quelque chose de complètement utopique, ça existe déjà. Et bien ça, par contre, ça existe à Paris aussi, puisque le périphérique est aujourd'hui à 80, si je ne me trompe pas. On réduit les vitesses sur les départementales de 90 à 80. Donc, il était possible d'aller sur ce 70 km/h. On n'y est pas encore, mais c'est encore devant nous. Bon, ceci dit, sur cet axe, on aimerait pouvoir rouler au moins à 70 km/h. On est bien plus souvent à l'arrêt qu'à 70. Mais c'est parce que justement, parfois on va trop vite qu'on a des circulations en accordéon. Allez, autre dossier. Alors là, on va prendre un petit peu aussi la casquette de conseiller municipal à Grenoble et conseiller métropolitain avec le cœur de ville, cœur de métropole, donc la reconfiguration de l'hypercentre de Grenoble et les impacts sur les commerces de centre-ville. Les travaux se poursuivent. Cette semaine, les élus de la ville et de la métropole se sont affichés sourire aux lèvres. Le nouveau plan de circulation et les chantiers n'ont pas affecté l'attractivité du centre-ville. 2 fois plus de vélos sur les voies d'accès du centre-ville de Grenoble entre 2016 et 2017. Si l'objectif était d'inciter les habitants de l'agglo à laisser la voiture, cœur de ville, cœur de métropole a peut-être gagné la première manche. C'est ce qu'indiquent des chiffres collectés par un observatoire dédié à ce projet mis en place il y a 18 mois. La pratique du vélo augmente de 5% à l'échelle de l'agglo et la marche de 3% dans le centre-ville. On s'arrête un peu plus à l'entrée de l'agglo pour prendre les transports en commun. La fréquentation des parkings relais du réseau TAG augmente de 7%, celle des lignes chrono de 5% sur la C1, de 6% sur la C4. De là à considérer ces chiffres comme une victoire de la métropole. Pas une victoire, un encouragement et une marque de confiance de la part des collectivités sur le projet. Notre enjeu aujourd'hui, c'est d'être à la hauteur des transitions qui sont déjà en train de se faire dans les changements de mode de déplacement. L'ambition des collectivités, c'est simplement d'être à la hauteur de ces changements. Concernant l'activité des commerces dans le centre-ville de Grenoble, l'Observatoire a utilisé le taux de vacances des locaux commerciaux pour établir une statistique. Celui-ci est passé de 8,8 à 8,3% au cours de l'année écoulée. Une donnée qui semble limitée pour juger de la santé économique du centre. En tout cas, nous, c'est le seul critère qu'on maîtrise vraiment. Après, je vous dis, il y a le critère du chiffre d'affaires, mais ça, c'est quand même plus compliqué. Bon, on sait qu'il y a une baisse du chiffre d'affaires sur le centre-ville de Grenoble, mais qui est à peu près de 1,5%, mais qui est conforme, enfin qui est le même au niveau national, mais qui n'est pas lié forcément à cœur de ville, cœur de métropole, qui est lié au changement du type de consommation, qui est lié à l'e-commerce. L'e-commerce aurait augmenté de 14% en 2017. Des études seront également menées en 2018 sur l'évolution de la qualité de l'air avec Atmo Auvergne-Rhône-Alpes et sur celle du bruit avec Acousité. Donc Olivier Bertrand, si je résume pour ce centre-ville, on sait qu'il est toujours fréquenté, mais on ne sait pas vraiment si les gens rentrent dans les magasins pour consommer. Alors oui, il est toujours fréquenté puisqu'on a maintenant des chiffres précis sur le nombre de personnes qui fréquentent le centre-ville. Donc ça, on sait qu'on n'a pas perdu un point en fréquentation. Mais comme le montre bien votre reportage, les habitudes de consommation, elles, évoluent très vite. 17% sur une année d'augmentation du e-commerce. Évidemment que ça a un impact sur le commerce de proximité. Et c'est tout ça qu'il faut encore pouvoir mesurer beaucoup plus finement. Mais tout l'objectif justement de travail que l'on a sur le centre-ville, c'est justement de nous préparer à l'avenir. Les modes de consommation, les déplacements, tout évolue vite. Et il faut s'adapter, il faut que nos villes s'adaptent
à ces évolutions. Donc, dans l'état actuel des choses, on n'a pas suffisamment d'indicateurs pour être formel et pour dire qu'il n'y a pas eu d'impact sur la santé du commerce de centre-ville. On est d'accord? Alors, ce qu'on sait, c'est que, encore une fois, on a exactement... Alors, c'est un projet de déplacement, ne l'oublions pas. On a exactement le même nombre de personnes qui fréquentent le centre-ville. Donc, en termes de déplacement, il n'y a pas eu d'impact. Donc, on n'a pas chassé de consommateurs On potentiels. n'a pas chassé de consommateurs potentiels. Quand on sait, par exemple, qu'un cycliste consomme plus en ville qu'un automobiliste, voilà. Ce qui est important, c'est qu'il y ait du monde en ville. C'est pas qu'ils viennent en automobile, comme le croient parfois, souvent, certaines personnes. Il faut que les personnes puissent fréquenter le centre-ville, trouvent un centre-ville agréable, fluide, pas pollué. Et c'est ça l'objectif de Cœur de Ville, Cœur de Métropole. Alors, l'objectif, c'est effectivement qu'il y ait du monde au centre-ville. Les commerçants vous diront, l'objectif, c'est qu'ils rentrent dans le magasin. Bien sûr, mais c'est un autre objectif, j'ai envie de dire, qui n'est pas directement lié à Cœur de Ville, Cœur de Métropole. À Grenoble, un petit bilan de mandat. Les élections municipales se profilent. On peut dire qu'on est au crépuscule du mandat, élection en 2020. Sur ce plateau, il y a quelques semaines, vos consoeurs, adjointes au maire de Grenoble, Maud Tavel et Lucille Lheureux, nous disaient oui, l'objectif c'est clairement de se représenter en 2020. Vous dites la même chose ? L'équipe municipale a priori, je le pense sincèrement, un bilan à faire valoir aux prochaines élections. Et donc oui, bien sûr, cette équipe-là, et en tout cas pas la même bien sûr, mais le maire et des personnes qui représentent les différentes sensibilités seront présentes en 2020. Vous serez à ses côtés ? Écoutez, je ne sais pas encore, moi, parce que vous dites que c'est le crépuscule, il reste encore 2 ans. C'est long. 1 an et demi. Plus qu'1 an et demi. Donc, la campagne en moins. Honnêtement, on n'est pas encore, nous, en tant qu'élus, les mandats sont quand même, prennent du temps, c'est chronophage, on a énormément de dossiers. On n'est pas encore, j'ai envie de dire, dans la préparation très concrète de 2020. Mais enfin, vous savez que vous défendrez le bilan et que vous repartirez solliciter la confiance des Grenoblois. Vous me dites, on a un bilan à défendre. Qu'est-ce que vous retenez de ce bilan? Qu'est-ce que vous avez particulièrement réussi? Moi, je pense qu'on est dans un monde, encore une fois, je l'ai dit sur CFCM, je l'ai dit sur d'autres dossiers, un monde qui évolue très vite. Ce qu'on a d'abord réussi, c'est dans une situation de crise dure, notamment de crise financière pour la ville de Grenoble, à maintenir des services publics efficaces, à renforcer un certain nombre de politiques et aujourd'hui, en 2018, à pouvoir lancer une nouvelle dynamique pour cette fin de mandat à partir de, j'ai envie de dire, de finances de la ville qu'on a pu assainir, ou au moins, en tout cas, j'ai envie de dire, permettre de nouveaux investissements. Vous me dites ça de cette façon-là. Vous savez que d'autres vous reprochent ce fameux plan de sauvegarde des services publics, que certains ont appelé un plan de casse, qui aura nécessité à faire 14 millions d'euros d'économies, à supprimer 150 postes, enfin en tout cas à ne pas renouveler 150 postes. Vous savez que ce point particulier, il a eu du mal à passer. Il est mal compris. C'est vrai, mais on ne peut pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. Les collectivités ne sont pas gérées comme l'État. L'État peut être en déficit permanent. Les collectivités doivent avoir des budgets équilibrés, c'est une obligation légale. Et donc, à partir du moment où l'État nous baisse nos subventions, nous baisse les participations de l'État, il y avait une obligation à travailler sur un budget qui était plus resserré. Et je pense que nous l'avons bien fait. En supprimant des postes, c'était la bonne solution. C'est ça qui est. Des postes, c'est pas comme ça que. Vous n'avez pas renouvelé de départ à la retraite. Il n'y a pas eu de suppression de postes et on est dans un service public, on n'est pas dans une entreprise. Les postes, ils sont aujourd'hui à la métro, parce qu'il y a énormément de transferts de compétences entre la ville et la métro. Ils peuvent être dans d'autres. Il y a des départs à la retraite qui n'ont pas été remplacés. Ce qui est important, c'est que les compétences, les services que propose et que met en œuvre la collectivité soient assurés, soient bien assurés auprès des Grenoblois. Donc pas de regard rétrospectif critique, de mea culpa sur la fermeture de certaines bibliothèques, il n'y a pas eu d'erreur de communication, de pédagogie. Vous prenez l'exemple des bibliothèques qui est un bon exemple parce qu'il a été énormément médiatisé. La réalité, c'est qu'on va inaugurer mardi prochain la nouvelle bibliothèque Alliance, qui est un équipement... un tiers-lieu. C'est pas un tiers-lieu, c'est vraiment une bibliothèque. C'est une bibliothèque, soyons clairs sur les termes. Avec des bibliothécaires dedans ? Avec des bibliothécaires dedans. Non seulement avec des bibliothécaires, mais avec des services nouveaux qui n'existent pas dans d'autres bibliothèques et qui sont vraiment la bibliothèque du XXIe siècle. Mais donc, si personne n'a rien compris, c'est que vous l'avez mal expliqué? Non, c'est qu'il y a eu, à un moment donné, clairement, une restructuration du réseau. Il y a eu effectivement la fermeture de ce qu'on appelle relais lecture, c'est-à-dire des endroits qui sont ouverts une dizaine d'heures par semaine. N'oublions pas ce que c'était que ce qui a été fermé sur Prémoil et Auclin, pour justement pouvoir agir plus efficacement au niveau de la lecture publique.
Allez, Olivier Bertrand, on en vient à votre délégation. Donc vous êtes conseiller municipal délégué à l'événementiel. Alors ça comprend les animations, les événements et les temps festifs. Évoquons d'abord la foire des rameaux, parce qu'on est en plein dedans. Il y a encore une semaine pour en profiter à l'Esplanade. Elle est donc installée sur cette entrée de ville, Porte de France. Le projet d'urbanisme que porte la ville de Grenoble sur ce secteur prévoit de conserver cette grande esplanade? C'était un des objectifs qu'on avait en début de mandat. C'est justement ce que nous avions souhaité pour ce secteur, c'est de pouvoir maintenir la foire des rameaux sur l'esplanade actuelle et de continuer à pouvoir bénéficier d'une grande esplanade telle qu'elle existe aujourd'hui. Alors, pas tout à fait telle qu'elle existe. Aujourd'hui, c'est, quand la foire n'est pas là, un grand parking. Voilà. Ces places de parking seront supprimées. Il y aura Exactement. une grande pelouse à la place, c'est ça? Il y aura une pelouse. Voilà, c'est un nouveau projet, et heureusement qu'il évolue. Un projet qui est adapté d'abord au secteur, hein, j'ai envie de dire en termes de proximité, mais adapté, vous l'avez dit, à la foire des rameaux, qui sera aussi donc présente chaque année et qui pourra continuer à être présente comme le sont les cirques, et donc avec une nouvelle vie sur cet espace de l'esplanade qui se permettra de vivifier un petit peu ce quartier de l'esplanade. Alors, rentrons un peu dans le détail. Quand vous me dites comme aujourd'hui, les forains sont un peu inquiets. Ils sont inquiets par cet espace de pelouse. C'est pas aussi pratique évidemment qu'une surface en dur. Et par l'espace qui leur sera réservé, ils ont peur que ça se réduise un petit peu et donc qu'il y ait moins de manège et moins d'attractivité. Je connais bien ce dossier. Je peux vous dire que les forains sont d'abord rassurés. Ils sont d'abord rassurés parce qu'en début de mandat, ils ne savaient pas où allait finir la foire des rameaux, ou même si elle allait pouvoir se tenir. Ça, c'est le verre à moitié plein. Voilà, c'est plus qu'à moitié plein. C'est que la foire des rameaux est préservée, elle est maintenue sur l'esplanade. Sur la même surface? Sur la même surface. Ce que les riverains aimeraient pouvoir vérifier avec nous, c'est où vont se retrouver les caravanes. Parce qu'il y a effectivement un espace attenant sur lequel le lieu de vie des forains, qui lui n'est pas encore effectivement décidé. Mais la foire elle-même n'est pas remise en cause. Bon, et on rappelle que ce projet de l'esplanade prévoit aussi du logement, 850 logements, je crois, donc 40% de logements sociaux. Autre événement festif, le marché de Noël chaque année dans l'hypercentre de Grenoble, et notamment sur la place Victor Hugo, qui doit être refaite en 2019. Ce marché de Noël... On a vu cette année une fréquentation en baisse, des commerçants là aussi qui faisaient grise mine parce que les chiffres d'affaires n'étaient pas au rendez-vous. Est-ce que c'est encore la bonne formule, ce marché de Noël? Ah oui, sincèrement oui. Ce marché comme d'autres, ce qui est important, c'est de maintenir d'abord une offre de qualité. Et c'est ce que nous essayons de tenir. Ce n'est pas des babioles que l'on trouve au marché de Noël, mais bien beaucoup d'artisanat, beaucoup de fabrication, j'ai envie de dire, locale. Donc vous chassez le Made in China, c'est ça? On ne peut pas le chasser, on est dans une offre commerciale, ce n'est pas nous, collectivité, mais en tout cas dans les critères d'attribution, on fait attention effectivement à la provenance des produits. Mais cette année, il y a effectivement eu beaucoup d'aléas qui ont été défavorables. Climatique d'abord, il a fait mauvais plutôt pendant les 4 semaines et demie de foire. Et puis, il n'y avait pas de semaine de vacances scolaires. Donc, nous avons prévu pour l'année prochaine de revoir avec les commerçants. Ce travail il a été fait dès le début de l'année 2018, c'est-à-dire quelques semaines après la fermeture du marché. On commence déjà à travailler sur l'édition 2018. On se base sur le bilan, j'imagine. Évidemment, en se basant sur le bilan. Et nous avons prévu de prolonger le marché de Noël après Noël. Nous avons prévu de travailler plus précisément avec les commerçants sur l'offre commerciale, sur l'animation, sur le lien avec CVCM, puisqu'on est justement sur des cœur de ville, cœur de métropole. Cœur de ville, cœur de métropole, qui sont en train d'évoluer, le lien entre les 3 places sur lesquelles se déroule le marché. Donc, plus d'animation, plus d'ambiance festive. C'est ça. Des tarifs de chalets très cher, me disait-on aussi cette année. Ah, on peut tout dire, évidemment, c'est toujours trop cher. Moi, je vous répète ce qu'on me dit, j'invente pas. C'est toujours trop cher. On s'est renseigné sur ce qui se pratique ailleurs. On est vraiment dans la moyenne, mais plutôt la moyenne basse de prix de chalet. Non, voilà. Bon, quand les chiffres d'affaires sont pas bons, évidemment. On préférerait avoir moins cher, mais n'empêche qu'on sait qu'on a 2 fois plus de demandes de commerce que de possibilités. Donc, c'est bien la preuve que manifestement, ce marché est attractif. Et on maintiendra du coup les implantations sur la place Grenette, la place Victor Hugo et le square Docteur Martin. Exactement. Une formule qui se poursuivra, et donc le marché de Noël et de la Saint-Sylvestre, c'est ce que vous me dites ce soir. Voilà, c'était en discussion avec les commerçants, justement. Le Palais des Sports, alors là, c'est un des équipements que vous pilotez assez directement. La patinoire qui s'y est installée pour fêter les 50 ans des Jeux Olympiques de Grenoble a connu un vrai succès. Mais ce bâtiment, il coûte cher, il impose de nombreuses contraintes techniques. Selon certains, il est sous-utilisé. Alors d'abord, un petit bilan de cette patinoire, parce que du coup, ça a donné à certains l'idée de se dire pourquoi pas la maintenir tout le temps, cette patinoire.
Alors d'abord le bilan, parce que vous me posez la question du bilan. Je pense que toutes les personnes qui ont fréquenté le mois de février, donc qui étaient présents pendant cette célébration qu'on a fait des 50 ans des Jeux Olympiques, ont pu constater que c'était vraiment une réussite. Beaucoup ne connaissaient pas le Palais des Sports et ils l'ont découvert dans une ambiance féerique avec une patinoire qui rappelait donc, la patinoire olympique de 68. Plus de 50 000 personnes. C'était des chiffres, mais très honnêtement, nous n'imaginions pas. Il a fallu certains jours refuser du monde parce qu'on était quasiment en surexploitation sur la glace. Donc le bilan, il est avant tout très positif et nous l'avons dit, et pas que nous, la ville, toutes les personnes qui ont pu observer ce qui s'est passé sur ces célébrations ont pu le constater. Alors bien sûr, du coup, on se projette. On se projette sur qu'est-ce qu'il faudrait faire à l'avenir. Mais c'est quand même avant tout une célébration des 50 ans des Jeux Olympiques. On va voir ce qui est possible pour l'avenir. Il faut d'abord faire un bilan précis de ce qui a été fait. Il y a des coûts en face, bien sûr. Donc tout ça doit être rentré en ligne de compte. Et sur votre question sur la fréquentation du Palais des Sports en général, mais je ne sais pas, en nombre de jours d'exploitation, j'ai envie de dire, si on prend uniquement ce critère-là, elle a triplé ou quadruplé en quelques années. C'est énorme. Pour des événements qui ont été resserrés, pour des utilisations qui sont quand même plus locales. Hein. Il y a de tout. Il y a autant donc la patinoire comme on l'a faite pendant un mois au mois de février, que des concerts, que des événements privés d'entreprise, que des festivals comme le festival du cinéma de montagne, le Snow Garden. Il y a énormément de choses qui se déroulent au sein du Palais des Sports et c'est sa vocation, j'ai envie de dire, c'est d'être justement en capacité d'accueillir des événements de formes différentes. Et c'est vraiment important d'avoir un équipement comme ça sur une agglomération comme l'agglomération grenobloise. Je fais une petite parenthèse du coup sur la célébration des 50 ans des Jeux Olympiques de Grenoble. C'est vrai que la ville de Grenoble s'est prise au jeu et a largement contribué à raviver cette mémoire de 68. Vous qui étiez opposé à une aventure olympique, comme Michel Destot l'a proposé en 2008, est-ce que vous ne dites pas finalement... cet engouement populaire, ça mériterait de l'utiliser pour une candidature, peut-être avec d'autres. Non, pas du tout, parce que rappelons quand même que... C'est définitivement non sur une aventure comme ça. Il faut comprendre dans quel contexte on se situe. Plus aucune ville des Alpes, ni allemande, ni suisse, ni autrichienne, ni française, n'est candidate aux Jeux Olympiques aujourd'hui. Mais un groupe de villes pourrait le faire. Un groupe de villes éventuellement, la question n'a pas encore été étudiée, mais les Jeux coûtent une fortune aujourd'hui. Ils sont les prochains à Pékin, ça veut tout dire quand même. Donc on n'est plus en capacité aujourd'hui d'accueillir des Jeux Olympiques, d'abord pour des raisons financières, mais aussi parce qu'on a un regard critique sur ce que sont devenus les Jeux. Ce qu'on célèbre, c'est bien les Jeux de 68, la transformation de la ville, la dynamique collective qui a été créée à partir de ces Jeux de 68, mais il y a un décalage énorme entre ce que l'on a célébré là et ce que sont devenus les Jeux aujourd'hui. Vraiment, vous ne croyez pas qu'il y a un retour à des Jeux des Jeux d'hiver en tout cas, plus vertueux? On l'espère. Si c'est le cas, tant mieux. Je serai le premier content vraiment à approuver. Je vois ce qui se passe sur Paris. On va voir comment évolue cette candidature parisienne. Moi, je regarde ça d'un œil, j'ai envie de dire, critique, mais malgré tout bienveillant. J'aimerais que la ville de Paris puisse tenir tête au CIO et ne tombe pas dans la coupe réglée de cet organisme international qui n'est pas connu pour sa clairvoyance parfois, voire ces questions d'argent. Oui, si je vous entends, vous êtes quand même assez perplexe sur des jeux vertueux et écolos. Donc voilà pour le Palais des Sports. Alors il y a quelques jours, l'équipe qui pilote le groupe Alpexpo, a dressé un bon bilan de fréquentation sur le site d'Alpexpo, du Summum, d'Alpe Congrès. Ça y est, c'est terminé la concurrence que pouvait se faire jadis le Palais des Sports d'un côté et le Summum de l'autre, deux salles de spectacle qui... Elles ne sont plus en concurrence, les deux sont des outils publics. Donc il y a bien une volonté publique de les faire vivre et elles sont sur des jauges, j'ai envie de dire, de spectateurs qui sont différentes. Donc de toute façon, elles sont, j'ai envie de dire, dans une chaîne de jauge qui part des petites salles de l'agglomération, en passant par la Belle Électrique, le Summum, juste évidemment pour les plus gros concerts, 6-7 000 personnes au Palais des Sports. Donc chacun sa spécificité. En termes de nombre, tout simplement. Voilà, donc ce qui est important, c'est justement de pouvoir accueillir que les personnes, que les Grenoblois qui veulent aller voir un spectacle puissent le voir à Grenoble, ils ne soient pas obligés d'aller à Lyon pour voir ce spectacle. Ouais, sauf que vous savez qu'il y a pas mal de tourneurs qui disent mais à Grenoble, il manque impérativement un Zénith. Alors justement, l'articulation entre le Summum et le Palais des Sports ne répond pas clairement, j'ai envie de dire de manière précise, à ce qu'est un Zénith, mais quand même permet
d'accueillir des spectacles qui sont entre 4 000, on va dire, 3 4 000 et 7 8 000. Allez, dans votre délégation pleine et entière, il y a la Fête des Tuiles. Alors ça, c'est votre bébé, enfin, c'est notamment votre bébé. La 4e édition aura bien lieu en juin. C'est ça, le 9 juin. C'est validé. C'est validé. Toujours sur le cours Jean Jaurès. Toujours Jean Jaurès Libération. C'est tout. l'unité de lieu, hein, c'est le principe. C'est d'ailleurs, j'ai envie de dire, l'ambition numéro 1 de cette fête, c'est de libérer ce cours qui est le plus grand cours de Grenoble et probablement d'Europe, pour justement libérer les initiatives, permettre à tous ceux qui veulent proposer quelque chose, les associations, les citoyens, les collectifs, de le faire ce jour-là, le 9 juin, sur le cours Libération. Donc, sur cette grande pelouse Jaurès. qui est piétonnisée, effectivement, un grand événement collectif, un moment de retrouvailles. Alors, c'était un engagement de campagne, l'engagement 18, je crois, d'en faire une grande fête nationale grenobloise. Vous y êtes arrivé sans faire de langue de bois. Fête nationale, je ne crois pas qu'on ait dit ça. Hein. On a dit c'est effectivement un événement qui rentre dans un objectif. Avant tout, je le redis, hein, c'est une fête des initiatives. C'était ça qu'on avait défendu pendant la campagne, c'est qu'on a une des villes les plus dynamiques de France. C'est lié à la sociologie de la ville, au nombre d'étudiants, à l'histoire de notre ville, hein, donc en remontant justement à la Révolution française. Et c'était le jour pour mettre en avant ces initiatives, la Fête des Tuiles. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Bien sûr qu'on aimerait faire toujours plus, mieux, mais je l'ai dit il y a quelques minutes, on est dans des contraintes budgétaires et on ne peut pas faire n'importe quoi. On est garant de l'argent des Grenoblois et on le fait dans des contraintes budgétaires que l'on tient. On va parler d'argent. Juste avant, vous assumez complètement ce côté un peu patchwork qui part dans tous les sens, d'initiatives et d'associations qui font qui de la batucada, qui du maquillage. Je l'ai dit, c'est du foisonnement. Et c'est, quand on lance une initiative comme celle-là, on ne sait pas exactement où elle va aller. Et j'ai envie de dire, tant mieux. C'est ça aujourd'hui la Fête des Tuiles. Peut-être que dans 5 ans, ça sera autre chose. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le fil conducteur entre la première Fête des Tuiles et ce qu'elle sera dans quelques années, c'est bien une mise en avant du dynamisme et des initiatives des Grenoblois. Alors vous parliez d'argent précisément. On évoque un budget chaque année entre 350 et 400 000 euros, c'est ça? Autour de 350 plutôt, oui. C'est cher? Encore une fois, si on dit ça comme ça à l'antenne, tout le monde va dire c'est cher, 350 000. Mais pour un événement de cette ampleur-là, je ne connais pas en France un événement de la même ampleur avec un budget aussi resserré. Je n'en connais pas. Les concerts de Bertrand Cantat, vous savez, c'était 2 soirs en mars dernier à la Belle Électrique, précisément. 2 concerts qui ont suscité de vives réactions, des manifestations, manifestants protestant contre la venue du chanteur responsable de la mort de Marie Trintignant. Beaucoup se sont émus du silence des élus grenoblois et du vôtre en particulier. Moi, je pense qu'on aurait eu beaucoup plus d'émotions si nous étions exprimés. Sincèrement, ce n'est clairement pas aux élus. Qu'auriez-vous dit ? Moi, ce n'est clairement pas aux élus de s'exprimer sur une programmation artistique. Imaginez que nous soyons prononcés en disant il faut ou ne pas faire ce concert. C'est évidemment pas à nous. Il y a un programmateur, il y a une salle qui a une autonomie complète et une indépendance en termes de programmation. Sur le fond, Olivier Bertrand. Sur le fond, je pense que encore une fois, il y a un véritable le débat qui est arrivé et même ce qui a été mis en avant à travers le MeToo, Balance ton port et tout ce qui a été mis en avant autour des agressions sexuelles, c'est avant tout positif. C'est avant tout positif et c'est ça qu'il faut retenir. Qu'il y ait ensuite un débat qui aille jusqu'à la programmation dans certaines salles, là par contre je pense qu'il faut faire attention. Le maire de Grenoble avait pris un arrêté pour interdire la venue de Dieudonné au summum en octobre dernier. Là, vous aviez eu moins de remords sur la programmation, la liberté d'expression. Lors de son précédent passage, il y avait des manifestants qui s'étaient, enfin en tout cas des personnes qui avaient, qui voulaient manifester et on avait une crainte sur ce qu'on appelle l'ordre public. Enfin, il se trouve que là, les manifestants, ils étaient devant Bertrand Cantat et pas devant Dieudonné en octobre. Il n'y en avait pas eu jusqu'à maintenant. On n'a pas pu estimer à l'avance qu'il pouvait y en avoir. Donc ça veut dire que si Bertrand Cantat demain devait revenir, peut-être qu'il y aura un arrêté pour interdire au nom de l'ordre public. Alors, ce n'est pas ce qui s'est passé devant la salle de la Belle Électrique qui peut être considéré comme un véritable trouble à l'ordre public. Que les personnes manifestent, c'est bien tout à fait leur droit.
ce n'est pas un trouble à l'ordre public. Allez, un dernier mot, il nous reste 1 minute. J'aimerais qu'on revienne sur la grogne des universités. À Grenoble, le mouvement a du mal à prendre, mais quand même, cette semaine, une soixantaine de militants ont bloqué un bâtiment du campus à Saint-Martin-d'Air. Avec des poubelles, ils ont barré l'entrée de l'UFR Arts et Sciences Humaines. Ils espèrent bien étendre ce lundi leur blocus. Comment vous jugez ces mouvements d'étudiants, mais on sent quand même que le mouvement est un peu politisé? Évidemment qu'il est politisé. Heureusement, j'ai envie de dire qu'il est politisé. On peut parfois regretter justement le manque de politisation et de conscience politique de certains étudiants aujourd'hui. Donc c'est même moi, je vois ça avec un œil plutôt positif, de voir qu'il y a encore des étudiants qui se préoccupent de l'avenir de l'université, qui se préoccupent de leur devenir et qui ne sont pas là uniquement pour faire leurs petites études dans leur coin. L'université, comme son nom l'indique, ça rappelle une vocation universelle. On s'insère dans un espace, dans une société quand on rentre à l'université. Donc je pense que les universités sont aujourd'hui remises en cause dans leur fondement par ce gouvernement, et qu'il est bien normal que des étudiants essayent de préserver ce que sont les universités historiquement. Donc, bravo à la mobilisation. J'imagine que vous n'avez pas tout à fait le même regard sur les dégâts qui ont été opérés à l'université de Grenoble. La présidence estime que ça donnera pour 20 000 € de dégâts. Alors, les débordements dans toute manifestation, et c'est, j'ai envie de dire, habituel, on peut le regretter évidemment, dans les manifestations étudiantes. Donc voilà, c'est des dégâts matériels. Il faut aussi toujours revenir à des considérations, j'ai envie de dire, assez prosaïques. On ne parle pas de violence, on parle de dégâts matériels. Excusez-moi, mais on a l'impression que vous non, mais je pense qu'on a parfois tendance à tout mélanger. Des violences physiques et des dégâts matériels, ce n'est pas du tout la même chose. Olivier Bertrand, merci beaucoup d'avoir fait le point sur l'actu avec nous, d'avoir été l'invité de ce Récap Info. Merci à tous de votre fidélité. Retrouvez-nous tout de suite sur les réseaux sociaux, sur Internet avec Olivier Bertrand. On va parler de la santé des écologistes. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont disparu. Il va nous dire ce qu'il en pense. À tout de suite sur les réseaux sociaux et la semaine prochaine avec un nouvel invité.